Bonjour à tous. J'ai décidé de faire une deuxième partie car nous avons quelques éléments supplémentaires. Dans ma première vidéo, j'ai démontré qu'Indra Ayari est une provocatrice, de par la photo qui veut sous-entendre qu'une femme sans voile est une femme libre. Et dans cette deuxième partie, je vais prouver qu'elle ment. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, j'imaginais, alors je m'étais vraiment idéalisé, j'idéalisais beaucoup Tariq Ramadan et je me suis imaginé qu'on allait manger dans un restaurant ou prendre un verre et discuter. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à Paris, donc j'ai été reçue chez une amie au préalable et ensuite, j'ai laissé mes affaires chez cette amie. Et donc, Tariq Ramadan m'appelle, donc je me dis, prends un taxi. Et rejoins-moi donc à telle adresse. Il me donne l'adresse de l'hôtel et ensuite il me dit tu vas me rejoindre directement dans la chambre. Il me donne le numéro de la chambre. Il me dit parce que ce sera beaucoup plus confortable de discuter tranquillement car il y a trop de gens dans le hall de l'hôtel. À ce moment-là, vous vous méfiez pas? Pas du tout. Pas du tout, aucune méfiance. Moi, pour moi, c'était comme un grand frère, comme un homme. Voilà, c'était un homme religieux, un homme. Voilà, il avait. J'y allais en toute confiance, quoi. Vous poussez la porte. Et qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où je pousse la porte, il ouvre la porte. Donc là, je le vois, il est très grand. Je le vois en face de moi. Il me dit de rentrer. Et il avait une assiette de pâtisserie orientale à la main. Il m'en propose. Donc moi, je lui dis non. Donc ensuite, il va se laver les mains. Il revient et à ce moment-là, en fait, il m'embrasse directement. Donc quelques secondes après, il m'embrasse, mais très fort directement. Là, je reconnais, je me suis laissé faire. Il m'embrasse, donc il reste comme ça, moi je reste figée. Par contre, ce qui s'est passé quelques secondes après, ça a été le pire, on va dire. J'ai jamais vécu ça. Ça a été mais l'horreur. Il s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage. J'ai pas eu le temps de respirer. Je me suis retrouvée sous lui. Tout de suite, j'ai dit non, ça va trop vite. Non, s'il te plaît, arrête. Et puis, plus je disais non, et plus il s'est mis en colère. Et en fait, il m'a frappé très violemment. Il m'a giflé très fort. Ensuite, il m'a étranglé. Donc, pendant plusieurs secondes, j'avais le souffle coupé. J'ai vraiment cru mourir, vraiment. Et là, il m'a violée. Et j'étais certaine que ce soir-là, si je continuais à le repousser, il me tuerait. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Et donc, le lendemain matin, il est parti avant moi en me disant de partir discrètement. Et je suis partie. Vous avez eu peur de mourir? Oui. Oui. Puis ce qui s'est passé aussi, c'est que je me sentais trop faible. Vraiment, il me disait qu'il était très soutenu, qu'il était protégé, qu'il savait tout de moi, qu'il avait des gens qui travaillaient pour lui, que en gros, voilà, qui savait où vous habitiez, qui savait tout, quoi. Tout. Et qu'il ne voulait certainement, il m'a dit, tu ne voudrais pas que ta famille soit au courant de ce que tu fais, tu ne voudrais pas qu'ils aient une mauvaise image de toi. Donc tout ça, ça m'a fait cogiter. Donc c'est ça qui m'a poussé à garder le silence. Particulièrement, moi qui suis musulmane, moi je ne peux pas parler pour les autres religions puisque je suis musulmane aujourd'hui et contrairement à ce que certaines personnes ont dit que j'avais apostasié, que j'avais renié l'islam, pas du tout. Je veux dire, moi je suis une femme musulmane, je le revendique aujourd'hui. Je suis féministe parce que je défends les droits des femmes, je défends le droit à l'égalité. Une femme n'est pas inférieure à un homme, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, en particulier dans le monde musulman. J'ai son livre sous les yeux, le chapitre 10, et on va voir si en 2012, elle racontait la même histoire. Est-ce que les faits que nous avons entendus aujourd'hui à la télévision, est-ce que ce sont les mêmes faits qui sont relatés dans son livre qu'elle a écrit en 2012, donc plus proche de l'histoire,
dans un premier temps, et très probablement, très sûrement, qu'elle n'avait pas l'intention, lorsqu'elle a écrit le livre, non seulement de dénoncer sa relation extra-conjugale en désignant nommément Tarek Ramadan, parce qu'elle a tué son nom. Très probablement qu'elle n'avait pas du tout l'intention, à ce moment, le moment de l'écriture de son livre, de porter plainte contre qui que ce soit. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, aujourd'hui, on va lire son ouvrage, enfin en tout cas on va lire les parties en rapport avec cette histoire de viol, pour voir si elle a relaté les mêmes faits qui sont déroulés dans la chambre, comme nous l'avons entendu. Je lis donc les propos du chapitre 10 de Yenda Ayari. Brusquement, il se retourne vers moi, m'enlaça et m'embrassa fougueusement. Je m'étais d'abord raidi sous l'effet de la surprise, mais je me laissais très vite aller. Ses mains me tenaient solidement aux épaules. Ses lèvres étaient douces et sa barbe me chatouillait la joue. J'étais bouleversé. Cet homme m'avait fait venir et il m'embrassait. Cela voulait forcément dire que pour lui aussi ce moment était important. Sa voix chaude murmurait à mon oreille. J'avais le sentiment de vivre un rêve. J'avais le sentiment de vivre, non pas un cauchemar, un rêve. J'avais le sentiment de vivre un rêve. Je me sentais délicieusement soumise. Il m'embrassa et je m'abandonnais. Hélas, le rêve se transforma peu à peu en cauchemar. À mes yeux et à ceux de milliers de personnes, cet homme incarnait la sagesse, la mesure, la maîtrise de soi. Son seul but, croyais-je, était de m'aider, moi et tous les musulmans qui, comme moi, avions parfois des doutes et besoin de nous appuyer. Donc je poursuis. À nouveau, nous passâmes quelques mois à nous écrire des SMS, des messages sur Facebook et à nous parler par téléphone. Lorsque lui m'appelait, moi je n'avais pas le droit de lui téléphoner. Nous prîmes rendez-vous pour nous retrouver un samedi à Paris, quelques jours avant la date prévue. Il me téléphona, il voulait que je lui envoie une séance tenante, une photo de moi en petite tenue. Je lui expliquai que j'étais en arrêt, que cela ne serait pas possible, etc. Pour ma part, j'ai peine à oublier le comportement pervers et manipulateur de Zobeir. Et je pense que d'autres femmes espèrent comme moi qu'il sera un jour puni. Je poursuis. Donc cet homme se transforma sous mes yeux en être vil, vulgaire, agressif, aussi physiquement que verbalement. Par pudeur, je ne donnerai pas les détails précis sur les actes qu'il m'a fait subir. Il suffit de savoir qu'il a été très largement profité de ma faiblesse et de l'admiration que je lui vouais. Il s'est permis de gestes, des attitudes, des paroles que je n'aurais jamais pu imaginer. Et quand je me suis rebellé, quand je lui ai écrit d'arrêter, il m'a insulté et humilié. Il m'a giflé, il m'a violenté. J'ai vu son regard de fou, qui n'était plus maître de lui-même. J'ai eu peur qu'il me tue. Je voulais partir, mais en même temps, je n'arrivais pas à croire à la réalité de ce que j'étais en train de vivre. C'était bien lui, Zobeir, qui me traitait ainsi. J'étais complètement perdu, je me mis à pleurer sans retenue. Il se moqua de moi et je me souviendrai toujours de ces mots. « Alors petit, tu pleurniches, arrête de jouer la malheureuse », etc. Puis il décida qu'il était temps que je quitte blablabla. Il lui met le billet blablabla. Et la poursuit, je n'avais pas su combler ses attentes. Il m'avait dit que je n'étais pas une vraie femme, donc je l'avais déçu. Or, je ne voulais pas le perdre. Je ne voulais pas qu'il m'oublie. Et je me sentais coupable, j'étais sous son emprise. Je lui ai dit que la prochaine fois, j'essaierai de mieux faire. Alors, frères et sœurs, on se rend compte que dans le témoignage qu'elle a apporté, elle a modifié, et c'est le moins qu'on puisse dire, son histoire afin de lui donner un caractère qui tombe sous le coup de la loi. Lorsqu'on nous l'avons écoutée sur BFM, elle explique qu'elle lorsqu'il l'a embrassée, qu'elle l'a immédiatement repoussée, qu'elle lui a dit non, arrête, qu'elle l'a repoussé, qu'il n'a pas voulu, qu'il l'a giflé, etc. C'est ce qu'elle a dit. Or, c'est faux. Parce qu'en réalité, l'histoire, telle qu'elle a été vécue, telle qu'elle-même le décrit dans son livre, elle est là. Et ça n'a rien à voir. Elle nous dit, brusquement, il se tourna vers moi, m'enlaça et m'embrassa fougueusement.
Très bien. Jusque-là, tout va bien. Je m'étais d'abord raidi sous l'effet de la surprise. Très bien. Mais je me laissais très vite aller. Elle s'est laissée aller. À aucun moment, elle parle de le repousser. Elle s'est laissée aller. Ses mains me tenaient solidement aux épaules. Ses lèvres étaient douces. Non seulement elle se laisse aller, mais elle apprécie le goût de ses lèvres et le chatouillement de sa barbe. Et sa barbe me chatouillait. J'étais bouleversé. Cet homme m'avait fait venir. Il m'embrassait, cela vous dire forcément qu'il a dire que pour lui aussi ce moment était important. Donc elle était même bouleversée, qu'il lui accorde de l'importance. Sa voix chaude murmurait à mon oreille. De la poésie. Sa voix chaude murmurait à son oreille. J'avais le sentiment de vivre un rêve. J'avais le sentiment de vivre un rêve. C'est quand même étrange pour quelqu'un qui s'est de violer, de parler non pas de cauchemar, mais de rêve. Je me sentais délicieusement soumise, il m'embrassa, je m'abandonnais. Donc là, c'est comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'est le moment le plus important qui vient définir, selon l'article de loi, est-ce qu'il y a eu consentement ou pas. À l'écoute de ce passage et que de ce passage, au moment de l'introduction, c'est le moment qui définit dans la loi ce qu'il y a viol ou pas, si elle est consentante ou si elle ne l'est pas. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a dit sur BFM. BFM a dit qu'elle l'a repoussé, qu'il n'a pas voulu et qu'il l'a tapé. C'est pas ce qu'elle dit ici. Ensuite, elle apporte des critiques. Mais les critiques qu'elle apporte, elles n'apportent pas par rapport au fait qu'il a forcé. Elle les apporte parce qu'il l'a sodomisée. Parce qu'il s'est comporté comme un cochon avec elle. C'est là où elle s'est sentie blessée. Donc elle, le problème pour elle, dans la narration des faits, c'est pas le fait qu'elle n'a pas été consentante, elle a été consentante, elle a aimé ses lèvres, ses murmures, elle était en plein rêve, nous dit-elle, une espèce de Cendrillon. Mais là où ensuite elle a fait des remarques et des critiques, c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement au fait qu'il s'est mal comporté. Donc elle a remis en question non pas le consentement, la relation consentie, mais elle remet en question le fait qu'il s'est mal comporté, parce qu'elle nous dit ensuite, hélas, le rêve se transforme peu à peu en cauchemar. Donc le rêve, c'est quoi? C'est la relation consentie. Donc elle le qualifie de rêve, c'est la relation qu'elle a eue, elle l'a qualifié de rêve, non pas de cauchemar, mais qui se transforme peu à peu en cauchemar. Pourquoi? Le rêve se transforme peu à peu en cauchemar. À mes yeux, celui des milliers, blablabla. Son seul but, croyait-il, était de m'aider, blablabla. Et elle nous dit, se transforme à mes yeux en être vil, agressif, aussi bien physiquement que verbalement, par pudeur, etc. Donc, c'est très clair. La relation, elle est consentie, c'est un rêve qui se transforme en cauchemar par rapport à son comportement. Où il l'insulte pendant la relation, où il la sodomise, etc. C'est là le cauchemar, et non pas le truc. Les choses sont parfaitement claires. C'est tellement clair qu'elle dit... Je lui dis que la prochaine fois, j'essaierai de mieux faire. Donc, on se rend compte de quoi? Ben, tout simplement que on lui a dit, pour que le viol puisse être retenu, ses avocats, ou elle a écouté des vidéos, je ne sais pas ce qu'elle a fait, on lui a expliqué que pour que le viol soit retenu, il faut qu'elle change sa version.